Bienvenue à bord du ballon Generali de Paris. Perché à 150 mètres au-dessus de la ville, ce ballon n'est pas qu'un belvédère. C'est un laboratoire volant, un observatoire scientifique, un lieu où l'on mesure en direct les effets du changement climatique. Get ready for take-off. Attention au décollage. Dans cette mini-série en 6 épisodes, je vous propose un voyage immersif entre ciel et terre. À chaque épisode, je tends le micro à des spécialistes, chercheurs, médecins, ingénieurs, pour mieux comprendre les liens entre climat, santé, habitat et nos vies. Montez avec moi, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur l'air, sur la ville et sur demain. Dans cet épisode, je vais explorer avec mes invités comment le réchauffement climatique peut impacter la santé mentale. Bonjour Pierrick. Bonjour Mamad. Tu es psychologue du travail et psychothérapeute qui est notamment spécialisé sur l'éco-anxiété. Aujourd'hui, l'éco-anxiété touche de plus en plus de personnes. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on dit éco-anxiété et en quoi c'est différent d'une simple inquiétude ou d'un stress passager ? Alors, une éco-anxiété, ça n'est pas une maladie, mais ça peut rendre malade l'éco-anxiété. Donc, il faut vraiment se méfier. Et donc, c'est des inquiétudes vis-à-vis de la crise environnementale qui, à force, s'accumulent et rendent les gens mal dans leur peau. Et c'est pour ça qu'on dit, généralement, de façon vulgaire, que c'est un mal-être. Et quand tu dis que ça rend malade, ça se manifeste par quel type de symptômes ? Comment on peut le détecter ? Alors, comme c'est des inquiétudes, on va avoir des craintes par rapport à l'avenir, par exemple, des anxiétés, par exemple, sur le fait qu'on va peut-être moins bien manger d'ici quelques années, qu'on va avoir beaucoup plus chaud d'ici 10, 15, 20 ans, selon la projection de chaque individu, et pourquoi pas même des angoisses de la mort. Il y a des personnes qui ont peur que la mort va arriver plus vite. En fait, il faut bien comprendre que l'éco-anxiété, c'est quelque chose comme un peu quand on chauffe une casserole avec une grenouille à l'intérieur. Plus c'est doux, plus la grenouille reste à l'intérieur, mais elle chauffe et à la fin, elle meurt. L'idée, là, c'est que la personne ne va pas mourir, mais elle va basculer dans une psychopathologie connue comme une dépression ou un trouble anxieux si elle ne traite pas son éco-anxiété, qui est donc sa détresse psychologique. Ok. Tu as contribué à mieux cerner ce phénomène en France, notamment à travers l'Observatoire de l'éco-anxiété. Quels sont les profils les plus concernés aujourd'hui ? Et est-ce qu'on peut vraiment quantifier l'éco-anxiété ? Oui, alors on vient de sortir un rapport sur l'état de l'éco-anxiété en France avec le soutien de l'ADEME. Et ce qu'on constate, c'est que tout le monde est concerné. Un adolescent de 15 ans, comme une mamie de 65 ans. Alors, il y a quand même des grandes tendances. Les femmes sont un peu plus éco-anxieuses en moyenne, mais les hommes, à la fin, dans les classes d'intensité, sont beaucoup plus éco-anxieux et sont ceux qui sont plus en risque psychopathologique, donc de basculer dans une maladie mentale. Sur la CSP, il y a des catégories professionnels qui sont en direct avec le vivant, que sont les agriculteurs, qui sont plus concernés, ils sont en moyenne 2 fois plus éco-anxieux. Et puis, plus on habite dans une ville, et plus elle est grande, et plus on est éco-anxieux aussi. Ça, c'est quelque chose qui nous a frappé. Et donc, plus on vit à la campagne, moins on est éco-anxieux. Voilà un petit peu les petites différences, mais globalement, tout le monde est concerné en France. Ok, et tu as dit que les femmes sont plus concernées et les hommes plus à risque. Pourquoi cette différence ? Alors tout simplement parce que, sans considération sexiste, toutes les études de sciences humaines le montrent, les femmes ont plus facilement de capacité à reconnaître quand elles vont mal, ce que font pas les hommes. Les hommes, ils se la jouent un peu bad guys, et donc ils ont du mal à reconnaître quand ils vont pas bien. Et donc comme ils mettent plus de temps à reconnaître ça, au bout du compte, c'est eux qui vont le plus mal quand ils ont atteint un certain niveau. Alors que les femmes, elles, se sont faites soigner avant. D'accord. Et donc comment on peut transformer cette détresse en moteur d'action sans s'épuiser ? Il faut absolument réguler l'information qui arrive et surtout l'information négative, et pour ça il faut la contrebalancer par de l'information positive avec des éco-témoins qui font des choses édifiantes et qui leur permettent de retrouver une espérance qu'il y a une action possible. J'ai vu que l'un des piliers de la maison des éco-anxieux, c'est de créer du lien. Pourquoi c'est si important pour vous ? Alors, nous, à la maison des éco-anxieux, on pense que il y a un truc très important, puisque un symptôme de l'éco-anxiété, c'est l'isolement. Et donc, il y a un truc qui est très important, c'est de faire du lien entre éco-anxieux pour qu'on se reconnaisse mutuellement éco-anxieux et qu'on entende quelqu'un qui a, je dirais, un minimum de compassion sur son éco-anxiété. Et donc, du coup, on peut partager ses éco-émotions, même vider son sac d'éco-émotions. Et ça fait que la reconnaissance mutuelle de l'éco-anxiété, elle va faire sens, dans le sens où on se dit, ah ben voilà, je suis pas
tout seul, il y a des gens comme moi, et maintenant qu'on sait qu'il y a 2,1 millions de personnes très fortement éco-anxieuses, l'éco-anxieux, il va moins se sentir seul que dans sa famille où personne ne veut reconnaître son éco-anxiété. Et puis ensuite, il y a un deuxième point qui est important, c'est quand on est en groupe, c'est qu'on peut converger vers un idéal commun, c'est-à-dire un idéal d'action vers lequel aller, qui va faire sens et pour lequel on va s'investir avec authenticité. Et donc, du coup, on va réguler ses émotions et on va pouvoir passer à l'action. Et les chercheurs disent qu'il faut surtout pas réguler son action sans être passé par la régulation émotionnelle. Donc, la première étape fondamentale, c'est de réguler l'émotion. Après, une fois qu'on a régulé l'émotion, et ça peut se faire en groupe, on n'est pas obligé d'être avec un psychologue, on peut passer à la régulation par l'action, c'est-à-dire de trouver une action à sa mesure, en collectif, qui permette de réenchanter en fait son existence et de retrouver une espérance. Je retiens qu'il faut des informations plus positives, créer du lien et passer à l'action, grosso modo. Exactement. Et en fait, en faisant ça, on prend soin de soi en prenant soin du monde. Et c'est super important. Ok, génial. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Au revoir Pierre-Éric. Au revoir Mamad. Pour aller plus loin, il faut aussi comprendre ce que dit la science sur les liens entre environnement et santé mentale. C'est ce que l'on découvre avec mon second invité. Bonjour Baptiste, ravi de te recevoir sur ce podcast. Bonjour Mamad, merci pour ton invitation. Tu es psychiatre et chercheur. On va parler avec toi aujourd'hui des liens qu'il existe entre la psychiatrie et la pollution. Première question, on parle souvent des effets de la pollution sur le poumon ou le cœur, mais assez rarement des effets sur le cerveau. Quel est le lien pour toi entre environnement dégradé et troubles psychiatriques ? Alors, il y a plusieurs études qui ont montré les mêmes résultats. Le fait de naître, de grandir et ou de vivre en ville augmente le risque de certains troubles psychiatriques. On sait que la pollution atmosphérique, et ça c'est plus attesté qu'en psychiatrie, elle est associée au risque de maladies pneumologiques et au risque de maladies cardiovasculaires. Et ces maladies sont des maladies chroniques qui souvent partagent des facteurs de risque avec les maladies psychiatriques. Donc ça, c'est un premier argument. Il y a un deuxième argument qui est de considérer les études sur les liens entre pollution atmosphérique et certaines maladies neurologiques, comme la sclérose en plaques, qui montrent que donc, la pollution augmente le risque de sclérose en plaques et que donc les polluants atmosphériques, comme les particules fines, pourraient induire une neuroinflammation et on sait que cette neuroinflammation, elle est aussi associée au risque de troubles psychiatriques. Il y a aussi des études épidémiologiques très intéressantes sur notamment les troubles du spectre de l'autisme. Elles montrent qu'il y a un lien statistique, géographique entre la distance du domicile, c'est-à-dire où l'enfant vit dans ses premières semaines, ses premiers mois, ses premières années de vie, et la proximité des axes routiers. Et quels sont les autres indicateurs que vous utilisez pour mesurer justement le lien avec la santé mentale ? Alors, il y a deux grands types d'indicateurs dans les études. On va compter le nombre de cas de troubles psychiatriques caractérisés, donc de schizophrénie, d'épisodes dépressifs caractérisés, de troubles bipolaires, de troubles anxieux, etc. On va le compter et on va comparer les populations qui sont fortement exposées à la pollution et des populations qui sont moins exposées à la pollution. Donc ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième type d'indicateur, il est plus fin, il est aussi plus facile à utiliser, il est plus intéressant, c'est qu'on va étudier des symptômes isolés. En fait, vous voyez, dans la population générale, par exemple, on a environ 0,5% de personnes qui souffrent de schizophrénie. Mais les symptômes de schizophrénie que sont les idées délirantes, c'est-à-dire les idées en dehors de la réalité, principalement les idées de persécution, se sentir persécuté, ou les hallucinations acoustico-verbales, c'est-à-dire le fait d'entendre des voix, ces deux symptômes-là sont des caractéristiques de la schizophrénie, mais touchent beaucoup plus que 0,5% de la population. Et donc ces indices-là sont beaucoup plus faciles à étudier parce qu'ils sont beaucoup plus fréquents, et donc on va pouvoir étudier différents types de symptômes isolés. On regarde aussi beaucoup les symptômes de dépression isolée, comme la tristesse de l'humeur, les idées de culpabilité, la perte de plaisir, etc. Ok. Comment on peut faire aujourd'hui, de manière très concrète, pour limiter l'impact de ces facteurs environnementaux sur la santé mentale ? Alors, il faut réduire l'exposition à la pollution atmosphérique. La plupart des troubles psychiatriques sont causés par des facteurs qui vont intervenir dans la petite enfance, l'enfance ou l'adolescence. Sur ces périodes-là, en particulier, ce serait important de pouvoir réduire l'exposition à la pollution, puisque c'est probablement à ces moments-là
qu'elle joue son rôle dans l'augmentation des troubles psychiatriques. Ok. On sait quoi aujourd'hui sur la façon dont, par exemple, la pollution ou le stress agit sur le cerveau ? Alors, à cette question, on peut répondre par le biais des résultats des études qui ont étudié des modèles animaux et qui ont montré que l'exposition à certains polluants atmosphériques comme les particules fines, induisait une neuroinflammation. Et cette inflammation qui est induite par les cellules qui essayent d'éliminer les particules fines, elle va être toxique pour les neurones. Et c'est cette toxicité qui est supposée être causale dans le lien entre pollution atmosphérique et troubles psychiatriques. Pour le moment, on a ce modèle général de neuroinflammation. C'est un peu un modèle commun qui est pour la sclérose en plaques, pour l'autisme, pour la schizophrénie. Super intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à toi. On commence la descente. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que l'éco-anxiété n'est ni une faiblesse, ni une lubie, mais bien un signal. Un signe d'empathie, de lucidité, face à un monde qui change vite, parfois trop vite. Je comprends que les effets de la crise environnementale vont bien au-delà de la planète. Ils nous touchent profondément jusque dans notre cerveau. La recherche avance et avec elle, des solutions concrètes pour repenser la santé mentale dans ce monde en mutation. Je réalise mieux ce que peuvent ressentir les personnes concernées, les craintes, les peurs, les angoisses. Et surtout, comment transformer ces émotions en énergie constructive sans s'épuiser. Je vous donne rendez-vous dans les autres épisodes de Créateurs d'Impact. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.